Dans la cité étincelante de New York, une professeure noire, sur le point d'épouser un milliardaire, se rend dans une boutique de mariage haut de gamme pour son essayage. Là, elle est insultée, accusée et renvoyée par le personnel et la directrice, tous blancs, même après avoir présenté une carte VIP. Elle est menottée, forcée de s'agenouiller sous des regards méprisants. Mais lorsque son fiancé arrive, la vérité éclate. La vidéo devient virale, et ce qui suit va enflammer l'indignation de tous. L'air matinal semblait suspendu au-dessus du domaine des De Villiers, l'une de ces rares aubes new-yorkaises où la ville elle-même paraissait retenir son souffle. Le soleil filtrait paresseusement à travers les fenêtres en biseau du penthouse, perché au sommet de Central Park West. À l'intérieur, tout scintillait. Marbre italien, bibliothèque sur mesure, une cheminée qui n'avait pas connu de vrai bois depuis des années. Mais une quiétude presque sacrée adoucissait cet éclat. Solange se tenait au centre de cette quiétude, ses pieds nus s'enfonçant dans un tapis persan valant plus que la maison de son enfance. Elle brossait ses boucles avec une grâce méthodique, son reflet dans le miroir doré calme mais non dénué d'expression. Il y avait toujours une pensée en mouvement derrière ses yeux, toujours quelque chose en train d'être mesuré, considéré. C'était sa nature une philosophe avant tout, même ici, en tenue d'intérieur en soi, fiancée à l'un des hommes les plus riches d'Amérique. À 28 ans, elle était brillante, une professeure capable de réciter Platon en grec et de défier un panel de 5 experts en technologie, tous des hommes blancs, avec rien de plus qu'un sourcil levé et une citation de James Baldwin. Sa peau était d'un brun velouté et profond, le genre de peau qui poussait les gens à la fixer trop longtemps ou à détourner le regard trop vite. Ses mains étaient fortes, habituées à prendre des notes, à verser du café et à se tenir droite dans des pièces qui n'avaient pas été conçues pour elle. Et maintenant, elle allait épouser Alexandre de Villiers. Le Alexandre de Villiers. Il entra dans la pièce juste au moment où elle finissait d'appliquer son rouge à lèvres, une teinte qu'elle avait autrefois crainte, la jugeant trop audacieuse pour sa carnation. « On dirait que tu es sur le point d'éclipser le soleil, » dit-il, se glissant derrière elle, ses bras enroulant sa taille avec une aisance familière. Elle se pencha contre lui sans hésiter, expirant doucement. Il partageait cette sorte d'intimité qui n'avait pas besoin de performance. Elle n'était pas bruyante, ne criait pas pour exister, mais elle était réelle. Bâtie sur des débats nocturnes, des silences sans tension et un mépris commun pour les galas de charité vides de sens. « Je déteste faire ça », dit Alexandre, la voix lourde de regret, son front se posant brièvement sur son épaule. Elle sentit le changement avant même qu'il ne prononce les mots. Quelque chose avait basculé. Urgence au conseil d'administration demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. Il hocha la tête. La division de Shanghai. Il menace d'annuler le lancement du produit si on ne se présente pas dans 20 minutes. Mais écoute, j'ai tout arrangé pour ton essayage. La maison belle t'attend. Tout est prêt. Il te suffit de te présenter. D'accord ? Solange esquissa un petit sourire entendu qui masquait la minuscule piqûre d'être à nouveau laissée seule. Ce n'était pas nouveau. Aimer un homme comme Alexandre signifiait faire la paix avec l'attraction constante de son empire. « J'irai, dit-elle. Ne les fais pas attendre. »« Pascal te conduira, ajouta-t-il, s'éloignant pour saisir son téléphone. Je leur ai dit que tu étais en route. Tu es la seule cliente qu'ils voient aujourd'hui. Quelle chance pour eux, dit-elle d'un ton léger. Mais une lueur inexprimée vacilla dans son regard. Quelques minutes plus tard, elle descendait les marches du perron dans un manteau blanc taillé, du genre qui n'attire pas l'attention mais la mérite toujours. Pascal attendait déjà au bord du trottoir, portières ouvertes, uniforme impeccable. Il hocha la tête respectueusement. « Bonjour, madame. » Elle grimaça légèrement. « Solange, ça ira très bien. » Il secoua la tête, ses yeux doux dans le rétroviseur alors qu'elle s'installait à l'arrière.
Monsieur de Villiers n'apprécierait pas que je vous appelle autrement que ce que vous êtes. » Elle ne répondit pas tout de suite. Le moteur ronronnait doucement et les rues se déroulaient sous eux comme un ruban gris. « Et qu'est-ce que c'est ?» Pascal demanda-t-elle enfin. Il sourit sans se retourner. « La maîtresse de maison. » Elle eut un rire sincère, mais il n'atteignit pas tout à fait sa poitrine. Il y avait à nouveau cette lueur, celle qu'elle ne verbalisait jamais, car dans le monde où elle s'était battue pour entrer, être la dame de quelqu'un ne signifiait pas toujours être traitée comme telle. Alors que la voiture s'arrêtait devant la Maison Belle, l'opulence était indéniable. Le bâtiment était une cathédrale de l'exclusivité. Verre et chrome, colonnes de pierre blanche, une sécurité qui semblait appartenir à une ambassade étrangère. Solange sortit et s'arrêta sur le trottoir. La boutique scintillait sous le soleil du matin, un monument silencieux au goût et à la richesse. Mais il y avait autre chose aussi. Pas visible, pas tangible, juste sous le vernis, quelque chose de froid, quelque chose qui ne voulait pas d'elle ici. Elle ajusta le col de son manteau et releva la tête un peu plus haut. Quoi que ce fût, il faudrait faire avec sa présence. Elle avait un rendez-vous, elle avait un nom, et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait à l'intérieur. Les portes en verre de la Maison Belle s'ouvrirent dans un murmure si élégant qu'il semblait irréel. À l'intérieur, la lumière se déversait comme du champagne sur les sols en marbre, captant chaque fermoir en diamant, chaque surface polie, chaque regard auto-satisfait. La boutique respirait l'argent, pas seulement l'argent, mais une confiance ancienne, héritée, du genre qui n'a pas besoin de s'annoncer, car la pièce le sait déjà. Solange entra, Pascal à ses côtés. Ses talons claquaient régulièrement contre le sol, un pas mesuré, non pressé. Elle se tenait comme une femme qui avait le droit d'être là, parce que c'était le cas. Pourtant, dans le silence orné du showroom, sa présence sonna comme une note discordante. Personne ne se tourna. Pas un bonjour, pas une réceptionniste levant les yeux, pas une offre de thé, d'eau plate ou gazeuse. Au lieu de cela, toute l'attention du personnel se concentrait sans interruption sur un petit groupe de femmes près de la plateforme centrale à miroirs minces, laquées, blanches, radieuses, en Chanel pastel et sourires étudiés. L'une d'elles éclata d'un rire perçant, haut perché, rejetant en arrière ses boucles platines, comme si l'endroit lui appartenait. Peut-être était-ce le cas. Solange resta immobile un instant. Elle n'était pas perdue, elle n'était pas en avance, elle n'était pas invisible. Et pourtant, la pièce se comportait comme si elle était les trois à la fois. Elle s'éclaircit la gorge. « Bonjour », dit-elle, la voix stable mais chaleureuse. « J'ai un rendez-vous. Je suis ici pour l'essayage de ma robe de mariée. Mon fiancé a pris les dispositions. La robe est une commande spéciale. C'était simple, factuel, mais cela atterrit comme un verre brisé dans une cathédrale. » Plusieurs têtes se tournèrent en même temps, puis des rires, pas polis, pas nerveux, de vrais rires provenant d'un groupe de vendeuses en jupe ivoire et talons nudes assortis, l'une d'elles serrant son porte-bloc comme un bouclier. La plus grande, avec des cheveux blonds lissés et un rictus qui avait attendu toute la journée une victime, s'avança. « Savez-vous seulement de qui vous venez de parler ?» Une autre voix, plus aiguë, plus jeune, intervint. « Vous êtes en train de dire que vous êtes la fiancée d'Alexandre de Villiers. » Une troisième voix, trop forte et trop lente. « Vous croyez qu'un milliardaire épouserait... » Vous. L'air se glaça en un instant. La colonne vertébrale de Solange se redressa, mais ce n'était pas encore de la fierté. C'était une armure, un inventaire silencieux de chaque insulte qu'on lui avait appris à anticiper depuis l'enfance. Ses mains ne tremblaient pas, mais sa respiration se fit plus haute dans sa poitrine. Avant qu'elle ne puisse répondre,
Pascal s'avança, calme, ferme, les yeux rivés sur la femme la plus grande. « Ceci est mon employeur, dit-il, chaque mot énoncé comme une loi, et j'attends de vous que vous lui montriez du respect. » Il y eut un silence, une lueur de malaise, mais seulement une lueur. Puis une nouvelle voix, plus âgée, contrôlée, un venin qui se déroulait lentement. La directrice, Madame Dubois. Elle émergea de derrière une partition en velours comme un personnage entrant en scène au bon moment. Ses talons résonnaient avec détermination, sa bouche était pressée en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle portait un bleu marine sombre, la couleur préférée de l'autorité, et un parfum de vanille et d'acier. Elle toisa Solange de haut en bas sans ciller, puis se tourna vers Pascal comme s'il avait traîné de la boue sur son tapis. « Vous avez amené un garde du corps dans ma boutique, dit-elle, la voix suintant l'incrédulité. « Où l'avez-vous trouvé, ma petite, sur le bon coin? Ou est-ce juste votre diversion ?» Solange ne broncha pas. Elle plongea calmement la main dans la poche de son manteau et en sortit un petit porte-cartes en cuir. De celui-ci, elle tira une carte VIP noire et or, finition mate, gravée du blason de la Fondation de Villiers. Elle l'attendit sans un mot. La femme blonde la prit presque nonchalamment, la regarda, puis la regarda de nouveau, les yeux écarquillés. Elle se dirigea rapidement vers le terminal, les doigts soudain raides. Une pause, un bip, un scan, un résultat. Le regard de Madame Dubois se rétrécit tandis que la jeune femme se penchait pour murmurer « Elle est authentique », enregistrée sur le compte d'entreprise d'Alexandre de Villiers. Pendant un instant, un seul, quelque chose changea. Les rires cessèrent. L'air se tendit, mais ne se brisa pas. Au lieu de cela, Dubois se pencha lentement en avant. Sa voix baissa d'une octave. Le sourire avait disparu, remplacé par quelque chose de plus froid. « Où avez-vous volé ça ?» Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle gifle. Solange cligna des yeux. Pascal inspira brusquement mais ne dit rien. Dubois n'attendit pas de réponse. « J'appelle la police, dit-elle sèchement. Et en attendant qu'ils arrivent, je la veux à terre. » Elle claqua des doigts. « Maintenant. » Une autre employée hésita, horrifiée. « Mais elle a ses papiers, elle est sur la liste, elle a pu les pirater, les acheter, les voler. »« Ça m'est égal, » dit Dubois. « Elle est en violation de propriété. » Pascal s'avança instinctivement. Deux jeunes employés masculins se placèrent entre lui et Solange comme des videurs mal formés. Dubois haussa la voix. « J'ai dit, mettez-la au sol. » À genoux, les mains derrière la tête. Elle ne doit pas bouger. Solange ne pleura pas, ne cria pas. Elle resta très immobile. La pièce devint floue autour d'elle. Robe blanche, lustres en argent, verre poli, allaitement choqué. Ses mains se crispèrent le long de son corps. Et toujours personne ne s'excusait. Toujours personne n'arrêtait ça. Seule la voix de Pascal brisa le moment, basse et urgente alors qu'il sortait son téléphone. « J'appelle Monsieur de Villiers. » Ce nom, soudain prononcé avec poids, sembla faire basculer légèrement le sol. Quelques têtes se tournèrent, quelques téléphones apparurent, enregistrant subrepticement. Mais Solange ne les voyait pas. Ses yeux étaient fixés droit devant. Le monde était devenu froid et le sol l'attendait. La boutique ne scintillait plus. Quelle que soit la chaleur ou l'exclusivité que la Maison Belle avait pu dégager, elle avait tourné en quelque chose d'autre, d'épais, d'étouffant, de rance. Le personnel avait cessé de faire semblant de chuchoter. Leur regard était maintenant pointé, ouvert, cruel. Une jeune femme, appuyée contre le comptoir les bras croisés, tenait son téléphone discrètement incliné, diffusant en direct derrière une expression d'ennui.
fausse héritière prise la main dans le sac, marmonna-t-elle à ses abonnés, tapant la légende sur l'écran avec des doigts parfaitement manucurés. « C'est irréel, les gars. Elle dit qu'elle va épouser Alexandre de Villiers. » Vous imaginez un éclat de rire aigu vint de l'autre bout du showroom. « S'il vous plaît, dit quelqu'un. Quel milliardaire sain d'esprit épouserait une fille comme ça ?» Solange entendit tout, chaque mot. Elle était maintenant à genoux, les genoux pressés contre le marbre froid, ses mains tremblantes, alors même qu'elle essayait de les croiser derrière sa tête comme on le lui avait ordonné. L'un des policiers avait déjà menotté un de ses poignets et tiré si fort sur l'autre bras que son épaule hurla de douleur. Elle haleta, mais ne cria pas. Pas encore. Pascal se tenait derrière les officiers, tournant en rond comme un lion en cage. Son téléphone tremblait dans ses mains alors qu'il essayait encore et encore de joindre Alexandre. Décroche. Décroche. Bon sang, décroche. Mais les policiers n'avaient pas de temps pour le contexte, pas de temps pour les appels. L'un d'eux fouillait déjà dans le sac de Solange en sortant son téléphone, sa carte d'identité, brandissant chaque objet avec le détachement exercé de quelqu'un habitué à traiter avec des criminels. « Vérifions ses boucles d'oreilles », dit l'un d'eux, tirant sur le clou de perle de son lobe gauche. « De créateur, non, ça pourrait faire partie du butin. » Elle tressaillit, plus par humiliation que par douleur. La pièce regardait. Pas une seule main ne se tendit, pas une seule voix ne remit cela en question. La foule de femmes derrière les vitrines inclinait la tête comme des acheteurs devant un enclos de zoo. L'une d'elles avait zoomé avec son appareil photo, chuchotant joyeusement à son amie. Et c'est là que Solange craqua. Les larmes vinrent comme une trahison, chaude, rapide et incontrôlable. Elle serra la mâchoire contre le sanglot qui montait dans sa gorge, mais son corps la trahissait. Ses épaules commencèrent à trembler. Sa respiration devint saccadée, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle avait honte. Honte de quoi? Elle ne le savait même plus. D'avoir cru qu'elle avait sa place ici, d'être entrée la tête haute, pensant qu'une carte et un nom la protégeraient. Elle sanglotait sur le sol d'une boutique de mariage, devant des inconnus qui riaient, filmaient et confirmaient exactement ce qu'ils croyaient déjà. Et puis les portes s'ouvrirent à la volée. Un souffle d'air s'engouffra comme un sortilège brisé. Le son du cuir poli sur le marbre. Urgence, fureur, présence. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? La voix n'était pas forte en volume. Elle était forte en vérité. Alexandre de Villiers fit irruption comme un homme qui venait de voir la mort. Son manteau était encore à moitié enfilé, une manche traînant derrière lui, sa cravate dénouée, et son visage, mon Dieu, son visage était sculpté dans la rage. Tout le monde se figea. Pascal faillit s'effondrer de soulagement. Les policiers se raidirent, leurs regards s'échangeant, soudain conscients de quelque chose qui changeait dans la pièce et auquel ils ne s'étaient pas préparés. Les yeux d'Alexandre se verrouillèrent sur Solange. Sur le sol, à genoux, en larmes, menottée. Sa voix tomba dans un registre létal. « Enlevez-lui les menottes. » Tout de suite. L'officier principal hésita, trop abasourdi pour répondre. J'ai dit « ôtez vos salespats de ma fiancée ». Dubois, qui était à mi-chemin d'une explication suffisante à l'une des clientes les plus riches, se tourna lentement, essayant de reprendre le contrôle. « Monsieur de Villiers, monsieur, cette femme est entrée, prétendant. Elle est ma fiancée, rugit Alexandre, s'interposant entre Solange et les policiers. Il s'accroupit et la prit dans ses bras, sans se soucier des larmes, du désordre ou de la pièce pleine de regards. « Mon Dieu, chérie, je suis là. » Solange s'effondra contre lui, ne luttant plus. Ses bras étaient réels, sa chaleur était réelle. Au moins, cela était réel. Il se releva, la tenant toujours, et se tourna avec le genre de sang-froid délibéré
qui ne vient que lorsqu'un homme est sur le point de tout réduire en cendres. Il sortit son portefeuille et produisit un badge officiel, gravé, lié à une douzaine de contrats gouvernementaux et d'habilitation privée. Il le tendit à l'officier stupéfait. « Vous voudrez noter cela pour votre rapport. Et pendant que vous y êtes, appelez votre superviseur. Vous aurez besoin de plus que des excuses. » Puis il se tourna vers Dubois. Et c'est comme si la température de la pièce avait chuté de 10 degrés. « Vous avez commis une erreur aujourd'hui qui vous coûtera tout. » Sa bouche s'ouvrit. Aucun son n'en sortit. Vous l'avez regardé et vous avez vu un mensonge. Vous l'avez humilié en public. Vous avez posé les mains sur elle, invité la police à l'agresser, diffusé cela en direct à Dieu sait qui, parce qu'elle ne correspondait pas à votre moule. Il prit doucement mais publiquement la main de Solange. Elle correspond au mien. Et le silence qui suivit n'était plus élégant. Il était ruineux. Personne ne s'attendait à ce que la vidéo se propage. Pas si vite, pas si loin. Mais ce fut le cas. Au matin, elle avait été republiée sur toutes les plateformes avec des légendes allant de honte des temps modernes à fiancée ou suspecte. Mais celle qui marqua les esprits, celle qui enflamma quelque chose de plus profond, de plus en colère, de plus bruyant que le simple commérage, disait simplement « fiancée noire, humiliée » dans une boutique qu'elle avait payée. En quelques heures, elle était sur tous les fils d'actualité, partagée par des lycéens sur TikTok, disséquée par des analystes juridiques dans les émissions matinales, condamnée par des sénateurs dans des tweets soigneusement formulés. Un clip de Solange, menottée et tremblante, des larmes striant son visage tandis que des inconnus riaient et filmaient, passait en écran partagé à côté de titres sur la responsabilité des entreprises et les préjugés systémiques. Son visage, sa douleur, étaient devenus un symbole qu'aucune agence de relations publiques ne pouvait enterrer. L'onde de choc fut sismique. Comment cela avait-il pu arriver en 2025 à New York, dans une boutique qui se targuait d'exclusivité et d'élégance, mais c'est précisément ce qui rendait la chose pire. Cela ne s'était pas produit dans une ruelle sombre. C'était arrivé dans un showroom avec des lustres, du champagne, des sourires polis qui s'aiguisaient en lames dès que quelqu'un d'inhabituel osait y appartenir. La Maison Belle tenta de répondre. Une déclaration fade, pleine de jargon juridique et de dérobades. Nous enquêtons sur l'incident avec la plus grande diligence. L'effet fut immédiat et désastreux. Les commentaires inondèrent leurs pages. Des dizaines de milliers. Vous saviez ce que vous faisiez. Nous ne sommes plus vos clients. Votre silence est complicité. On se souvient de vos rires. Puis vinrent les sponsors. Maisons de couture, blogs de mariage, influenceurs aux millions d'abonnés. Un par un, ils coupèrent les ponts. La phrase non associée à la Maison Belle commença à apparaître comme une lettre écarlate sous les biographies de profil et les bannières de marque. Le cours de l'action de la société mère, longtemps considérée comme une valeur sûre du luxe, commença à glisser. Pas un effondrement spectaculaire, pire, un lent délitement public, comme de la soie qu'on effiloche fil par fil. À l'intérieur de la Maison Belle, le silence s'envenimait. Le personnel chuchotait à huis clos. Les clientes annulaient leurs essayages. Des caméras campaient devant l'entrée. Et puis, enfin, prévisiblement, Madame Dubois fut partie. Renvoyée. Pas d'adieu, pas de parachute doré, juste une note de service interne divulguée à la presse et une citation laconique « Cette décision reflète nos valeurs ». Mais tout le monde connaissait la vérité. Ils ne l'avaient pas renvoyée parce qu'elle avait violé leurs valeurs. Ils l'avaient renvoyée parce qu'elle s'était fait prendre. Et pourtant, au milieu de ce chaos, Solange restait silencieuse. Elle n'avait rien posté. Elle n'avait pas parlé à la presse. Elle n'avait pas éclaté. Il y avait une puissance dans son silence
une grâce terrifiante qui déstabilisait ceux qui attendaient de la fureur ou de la victimisation. Elle resta chez elle, entourée de la présence indéfectible d'Alexandre, regardant le monde réagir non seulement à sa douleur, mais à ce qu'elle représentait. Jusqu'à ce qu'un matin, un paquet arrive. Pas d'adresse de retour, juste son nom, écrit à la main. À l'intérieur, enveloppée dans des couches de papier de soie noire, se trouvait une robe de mariée. Pas blanche, pas ivoire, mais d'une teinte d'or si profonde qu'elle scintillait comme un souvenir. La note était délicatement pliée sur le dessus, écrite d'une main précise et ferme. « Le monde vous a fait pleurer, Solange. Et puis, vous avez provoqué le changement. Portez ceci, non pas pour lui pardonner, mais pour lui rappeler ce qu'il ne devrait jamais oublier. » Céleste Solange fixa le tissu, les mains tremblantes, non pas de chagrin cette fois, mais de quelque chose de plus calme, de plus fort. La robe était à couper le souffle, mais c'était la vérité contenue dans cette note brute et honnête, qui la fit s'asseoir dans le calme de sa chambre et respirer à fond pour la première fois depuis des jours. Ce n'était pas juste une robe, c'était une réponse. Et bientôt, le monde la reverrait, mais pas comme avant, plus jamais comme avant. Les vagues murmuraient doucement en rencontrant les pierres anciennes le long de la côte toscane. C'était la fin de l'après-midi, cette heure dorée que les peintres pourchassent et les poètes envient, lorsque la lumière cesse de prétendre à la neutralité et révèle son penchant pour la beauté. Le soleil s'inclinait bas sur la Méditerranée, jetant de longues ombres mielées sur les falaises et les oliveraies. Mais personne ne regardait le paysage. Tous les yeux, chaque souffle retenu dans une douce révérence, étaient fixés sur la femme qui marchait vers l'autel. Solange de Villiers. Le nom seul portait désormais une gravité, mais aujourd'hui, elle ne le portait pas comme une armure. Aujourd'hui, elle portait quelque chose de bien plus ancien que le scandale et de plus fort que la réputation. Elle portait la paix, une paix durement gagnée, profondément ancrée, tranquillement défiante. Chaque pas qu'elle faisait le long de l'allée, une allée formée non pas par des bancs d'église, mais par des rangées d'amis, de familles et d'inconnus, devenus alliés, était une déclaration en soi. Elle se déplaçait avec la grâce posée de quelqu'un qui avait regardé en face la honte, la cruauté et les siècles d'histoire enroulés derrière elle, et était restée debout. La robe scintillait, mais pas de diamants. C'était une soie filée de sens, d'un blanc pur, presque incroyablement riche. Non pas la blancheur aseptisée vendue en vitrine, mais le blanc de la résilience, des blessures qui avaient guéri sans laisser de cicatrices. Elle épousait son corps comme un vœu, simple dans sa coupe, ample dans son mouvement. Elle captait la lumière du soleil comme si elle se souvenait de chaque ombre qui avait autrefois tenté de l'éteindre. Et sur la traîne, juste en dessous de la colonne vertébrale, brodée d'un délicat fil d'or, se trouvait une seule phrase : « Je ne suis pas invisible ». Il y avait eu quelques réticences, bien sûr, des questions sur le goût, sur le message, sur le fait de savoir si une robe de mariée était le bon endroit pour une protestation. Mais Solange n'avait pas vacillé. Ni lorsqu'elle l'avait essayé pour la première fois, ni lorsque la créatrice, Céleste elle-même, s'était agenouillée à ses pieds pour épingler l'ourlet en murmurant « Il ne s'agit pas de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agit de prouver que vous aviez toujours eu raison depuis le début. Et certainement pas aujourd'hui, alors qu'elle se tenait au seuil de son avenir, avec l'homme qui ne lui avait jamais demandé de se faire plus petite. » Alexandre attendait sous une arche tressée de jasmin sauvage et de tournesol. Son costume, d'un bleu marine profond et classique, ses mains jointes devant lui, non par formalité, mais pour s'empêcher de tendre la main vers elle trop tôt. Son expression féroce, tendre, fière ne changea que lorsqu'elle l'atteignit, et même alors, elle ne fit que s'adoucir. Il prit ses mains dans les siennes,
les porta à ses lèvres, puis la regarda comme un homme regarde quelque chose qu'il sait qu'il passera une vie à essayer de mériter. La cérémonie fut courte, à dessein. Pas de faste, pas de mise en scène surproduite, juste des mots, vrais et bruts, prononcés dans l'air chaud de la Toscane. Des vœux non pas de possession, mais de partenariat, non pas de perfection, mais de promesse. Il y eut des larmes, bien sûr, celles de la mère d'Alexandre, qui avait autrefois douté de cette femme discrète que son fils avait amenée pour Thanksgiving, celle de l'ancien doyen de Solange, venu de Boston avec une lettre d'excuse manuscrite et une nouvelle bourse d'études dotée à son nom, et celle de Pascal, qui se tenait à quelques mètres de là, sa veste de cérémonie rigide mais son cœur grand ouvert, des larmes brillant dans ses yeux alors que le couple échangeait les alliances. Lorsque l'officiant demanda qui bénirait leur union, Pascal s'avança, non pas en tant que personnel, non pas en tant qu'employé, mais en tant que famille. Alexandre avait insisté des semaines auparavant pour que Pascal soit nommé parrain de leur premier enfant, s'il choisissait d'en avoir un. « Tu l'as protégé quand je ne le pouvais pas », avait-il dit, la voix brisée. « Tu n'as pas hésité. » Pascal avait tenté de refuser par humilité, mais Alexandre et Solange n'avaient rien voulu entendre. « Tu as été le seul à me voir », lui avait-elle dit doucement, quand tous les autres regardaient à travers moi. Et maintenant, ils se tenaient là, la main sur leurs paumes jointes, offrant une prière qui n'avait besoin d'aucune religion, seulement de décence, de loyauté et de mémoire. Après la cérémonie, alors que les invités se dirigeaient vers la terrasse ouverte pour le dîner et la musique, Alexandre prit Solange à part. On avait demandé aux photographes de garder leur distance, juste un instant de plus. Ils se tenaient face à la mer, le soleil couchant transformant son voile en halo, sa silhouette se découpant sur le ciel et la mer. Il se pencha lentement, ses lèvres effleurant son oreille. « Tu n'es pas seulement ma femme », murmura-t-il. « Tu es la leçon que le monde ne savait pas qu'il devait apprendre, la vérité qu'ils ont tenté de nier. Tu es ce qui arrive quand la grâce refuse de reculer. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle n'en avait pas besoin. Ses doigts se glissèrent dans les siens. Le poids de la semaine passée, la piqûre de l'humiliation, la fureur, le silence, les gros titres étaient toujours là, mais atténués maintenant, distants, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que la version d'elle-même qui était entrée dans la maison belle n'existait plus. Peut-être que cette Solange qui se tenait ici, radieuse et réelle, était quelqu'un de nouveau. Pas changé, mais révélé. Dans les jours à venir, d'autres titres suivraient, non pas d'indignation, mais de prise de conscience. La Maison Belle fermerait son magasin phare. Une action en justice pour les droits civiques serait déposée. Des maisons de couture publieraient des excuses publiques pour des années d'exclusion subtile, se bousculant pour paraître du bon côté d'une conversation qui les avait depuis longtemps dépassés. Et pourtant, rien de tout cela n'aurait d'importance ici, en cet instant, sur cette côte tranquille où le vent sentait le citron, le sel et quelque chose de plus pur. Car ici, Solange n'avait pas seulement survécu, elle était arrivée. La musique commença au loin, un violon lent, invitant doucement l'air à danser. Les invités appelèrent les mariés. Les verres s'entrechoquèrent, les rires pétillèrent. Alexandre lui offrit son bras. « Allons-y ». Elle le prit, non pas comme une femme qu'on mène, mais comme une femme qui marche exactement là où elle choisit d'aller. Et ensemble, ils s'avancèrent dans la soirée, non pas pour fuir le monde, mais pour l'affronter de front, habillés de vérité, illuminés par l'amour et n'étant plus jamais invisibles.